Salut à toute la famille, c'est Shigeki, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo extraordinaire, avec des invités extraordinaires. Vraiment je pense que ce sera la meilleure vidéo de ma chaîne. Du coup pour cette vidéo les refs, j'ai invité 9 potes youtubeurs manga à moi. Et on va chacun vous présenter un animé sorti cette année qu'il ne fallait absolument pas rater. J'espère que ça vous plaira, comme d'habitude n'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est important. Et puis sans plus attendre, commençons. Je commence avec Shaman King. Et là je pense que certains d'entre vous doivent se dire mais Shigeki, t'as fumé un gros pétard ou quoi? Shaman King c'est sorti en 2001, qu'est-ce que tu nous racontes enfoiré? Eh ben non, parce que déjà je ne fume pas, je ne bois pas, voilà, je déconseille ça à tout le monde. Mais surtout parce que pour ceux qui ont raté l'info, cette année on a eu droit à une réadaptation de l'animé qui adapte cette fois-ci complètement le manga. Bref, voici le petit résumé. Yo, notre héros peut voir les fantômes et fusionner avec eux pour utiliser leurs compétences. Son rêve est de devenir le roi des chamans. Le chaman possédant le fantôme ultime et la connaissance universelle. Mais la route est semée d'embûches et de nombreux autres chamans ont le même objectif, gagner le tournoi des chamans. L'anime pour genre action, comédie, drame, shonen, surnaturel, tournoi et pour thème combat, fantôme, mort, pouvoir psychique. Et il est disponible sur Netflix. Évoquons désormais Horimiya, une des meilleures pépites de l'année. On parle ici d'un animé de romance de 13 épisodes et vous allez voir, c'est génial. Au sein de cette série, on découvre deux personnages. Hori, une jeune femme ultra populaire que tout le monde au sein de son lycée admire pour sa beauté et sa gentillesse, et de l'autre côté, Miyamura, un jeune homme bien différent. En effet, au sein de sa classe, tout le monde le voit comme un otaku terne et triste, cachant sa timidité par des lunettes et des longs cheveux. Ainsi, comme je l'ai évoqué, tous deux sont diamétralement opposés, mais quelque chose les relie, ils ne sont pas ceux qu'ils semblent être. Pour Hori, ses parents n'étant quasiment jamais chez elle, elle doit gérer la maison familiale toute seule, si bien qu'en dehors de son école, elle est totalement casanière et renfermée. Du côté de Miyamura, c'est encore plus choquant, puisque en réalité, ce dernier est bien plus cool et sociable qu'il n'y paraît, mais surtout, son physique d'otaku cache des tas de piercings et de tatouages. Cependant, malgré ce point commun et le fait qu'ils soient dans la même classe, ils ne se connaissent pas du tout. Heureusement, rassurez-vous, tout va changer un beau jour où ils vont se croiser en dehors de l'école, découvrant ainsi la vraie nature de chacun. C'est donc à partir de là qu'ils vont faire plus ample connaissance, si bien que leur relation va très vite évoluer vers une folle idylle amoureuse. Alors certes, le scénario semble plutôt banal, puisque à première vue, il s'agit simplement d'une histoire d'amour où la fille populaire tombe sous le charme du garçon exclu. Mais le fait que leur véritable personnalité ne soit pas celle que nos deux personnages décident de montrer au reste du monde est important. En effet, nos protagonistes sont à l'image de l'animé, d'apparence simple mais complexe en réalité. Horimiya s'éloigne des œuvres du genre. Ici, par exemple, pas de fanservice ou de triangle amoureux, et quand l'œuvre emprunte les codes du genre, c'est pour mieux les détourner. Je pense par exemple à Honoka Sawada et ses nombreux quiproquos qui m'ont bien fait rire. De plus, là où une série classique similaire se concentre sur comment les deux protagonistes vont se mettre ensemble, si bien qu'en général ce moment n'arrive qu'à la fin de l'œuvre, dans Horimiya, nos deux compères se retrouvent rapidement amourachés l'un de l'autre. C'est pourquoi l'animé va principalement se focaliser sur la manière dont ils gèrent leur couple et les problèmes auxquels ils vont faire face. Ainsi, Horimiya possède un charme tout particulier, celui de revisiter les classiques du genre pour les moderniser sans les dénaturer. C'est un réel plaisir que d'accompagner tous ces personnages dans leur vie de lycéen. Et oui, je dis tous ces personnages car au fur et à mesure que l'histoire avance, on va faire la connaissance d'autres élèves et voir également des relations amoureuses se créer entre eux. En bref, c'est un animé incroyable de l'année 2021 et si vous êtes passé à côté, foncez, parce que même si vous n'êtes pas fan de romance, vous serez à coup sûr sous le charme d'Horimiya. Yo les abonnés de Shigeki, laissez-moi vous présenter un animé qui m'a beaucoup surpris en cette année 2021. Il s'agit ni plus ni moins d'un animé original de 12 épisodes de la part du studio Production IG, connu pour quelques Psycho Pass, AQ ou encore Run with the Wind. Ils nous sont revenus durant la saison d'été avec Fena, Pirate Princess. L'histoire va mettre en avant le personnage de Fena qui, dans son enfance, a subi un tragique événement l'ayant fait perdre à la fois son père et séparé de son ami d'enfance Yukimaru. Nous la découvrons à l'âge de 23 ans, prisonnière sur une île et considérée carrément comme un objet. Toutefois, deux vieilles connaissances vont venir la sauver et Fena va entreprendre un voyage périlleux en tant que capitaine d'un équipage de 7 personnes devant la protéger afin de rechercher l'Éden. Quelque chose de mystérieux que lui a évoqué son père juste avant de mourir et dont elle aimerait comprendre la signification. Si j'ai particulièrement bien apprécié cet animé, c'est parce que je trouve vraiment qu'il est super complet. Ce n'est pas à mon sens un réel chef-d'œuvre de cette année 2021, mais c'est typiquement l'animé qui a le plus de chances de plaire au plus grand nombre puisqu'il est impossible, je pense, de ne pas apprécier plusieurs
aspects de Fena, tant l'anime est bourré de qualité. Tout d'abord, il est extrêmement bien rythmé. Il n'y a pas un épisode durant lequel on se fait chier, où on n'a pas une révélation, de bonnes scènes d'action, de plot twist. On peut aisément se laisser porter par l'histoire et se binge-watch la série, sans déconner. L'anime nous proposera entre deux personnages une romance très sympa à suivre, qui viendra encore plus accentuer l'intérêt qu'on peut porter aux différents personnages, tous très sympas à suivre d'ailleurs, et dont les interactions permettent d'amener pas mal d'humour au fil des épisodes. En fait c'est ça, Fena c'est de la bonne action, une chouette aventure avec une héroïne intéressante de par sa personnalité, son âge, son originalité. On a également de la romance, de l'humour, le tout accompagné d'une excellente réalisation comme on peut s'attendre d'un studio de la trempe de Production IG. Entre les superbes OST que vous avez peut-être vu passer sur les réseaux ou la direction artistique sincèrement splendide, on est vraiment bien servi. Fena c'est clairement pas l'anime qui je pense va changer votre vie, mais c'est incontestablement un très chouette anime, très complet, à regarder sans trop de prise de tête pour passer un agréable moment, et c'est pour ça que je vous le recommande vivement. S'il y a bien un animé qui a explosé cette année, c'est Tokyo Revengers. Un succès complètement mérité et c'est aussi une œuvre qui fait partie de mes préférés. Alors de quoi ça parle? On est en 2017, on suit la vie de Takemichi Anagaki, un mec banal de 26 ans, célibataire qui a une vie de merde avec un petit boulot dans un supermarché. En gros, il a complètement raté sa vie. Un jour, il est posé devant sa télé, il suit les infos tranquilles, il y a eu des victimes pendant un règlement de compte entre gangs, et là, il voit le nom d'une des victimes décédées qui lui est familier. Et en fait, c'était son ex-petite amie Hinata, qui d'ailleurs est la seule copine qu'il a eue dans sa vie à l'époque du collège. Donc le gars, il est pas bien après avoir appris ça, il est encore sous le choc, sauf que lui aussi va être victime d'un accident qui va le ramener comme ça 12 ans en arrière, en 2005, donc au collège en 4ème. Là où il va retrouver tous ses gars sûrs de l'époque. Bref, c'est comme ça que commence l'histoire. Takemichi est revenu à l'époque où il était encore avec sa petite amie, avec sa bande de potes. En gros, c'était la meilleure période de sa vie. Mais après avoir compris ce qui lui était arrivé, c'est là qu'il va se dire, bon là je suis revenu 12 ans en arrière, je vais pas merder comme je l'ai fait toute ma vie, je vais au moins sauver mon ex-petite amie. Il va donc à partir de là devenir pote avec Maiki et Draken, les chefs du Tokyo Manjikai, qui est un des gangs qui a causé la mort d'Hinata dans le futur. Tout ça dans l'espoir de changer l'avenir. Mais il va vite se rendre compte que le Tokyo Manjikai n'est pas du tout le même gang dans le passé, et que c'est même un gang qui est très cool. On comprend alors qu'il y a un antagoniste dans tout ça, et que c'est lui qui a tiré les ficelles jusqu'au drame en 2017. Donc voilà, à partir de là, il va essayer de comprendre pourquoi et comment le Tokyo Manjikai a changé. Tout ça à travers des bagarres bien badass. Tokyo Revengers, c'est aussi des retournements de situation de fou. Même si parfois ils nous ont fait des dingueries niveau animation, ça reste pour moi le meilleur animé de 2021. Yo la famille, c'est Dazen alias l'escroc du gay. Aujourd'hui, je vais vous présenter une œuvre. Je dirais même mieux, un chef-d'œuvre qui vous donnera des frissons. To Your Eternity. On suivra ici dès le départ une sorte d'entité extraterrestre qui possède la capacité de prendre la forme d'êtres vivants auquel il est entré en contact. Et c'est comme ça dès le début. Notre entité va prendre la forme d'un chien et découvrir le monde. On pourrait voir cette entité comme une page blanche, dotée d'aucune parole, qui écrit son histoire et par la suite observer ses réactions face à l'homme. L'anime est très philosophique et te raconte une aventure, ou plutôt une découverte poignante. Dès le premier épisode, tu vas halluciner. Cet anime a réussi à me mettre dans le mal en seulement un épisode, un seul. Et ça, c'est un truc de fou. Il a fait en un épisode ce que certains font en 12. On aura dans chaque épisode une histoire différente, avec la même entité. Une réelle aventure te permettant de découvrir ce que veut nous montrer l'auteur. On a une ambiance visuelle qui, appuyée par les musiques poignantes, te permettent d'être complètement immergé dans l'histoire. Et même parfois être en PLS. C'est pour moi l'anime à voir cette année si tu ne l'as pas vu. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire. En plus du pouce bleu sur la vidéo de Shigeki bien évidemment. Salut à tous, pour ma part je vais vous présenter Vivy, une pépite qui selon moi fait partie des meilleurs animes de 2021 que vous devez absolument voir. Alors c'est pas un anime très long puisqu'il fait 13 épisodes et vous pourrez le retrouver sur Wakanim s'il vous intéresse. Du coup l'histoire se passe dans un monde futuriste où l'IA et l'humain sont rentrés en guerre et nous suivrons Vivy, une jeune androïde qui aura pour mission d'empêcher cela, en remontant dans le temps afin de régler les problèmes à la source. Mais vous en doutez, ça ne sera pas aussi simple et elle rencontrera différents obstacles sur son chemin. Arrivera-t-elle à empêcher la destruction du monde à cause de cette guerre? Ça, je vous laisserai le découvrir par vous-même. Bon, pour faire rapide, si je le trouve incroyable, c'est principalement pour sa construction au fur et à mesure des épisodes, qui nous pousse à nous attacher aux personnages ainsi qu'à l'histoire. On rencontrera différents persos qui auront leurs problèmes et qui apporteront tous quelque chose dans l'aventure de Vivy. Et au final, c'est ça qui rend Vivy unique, c'est l'aventure qu'on passera à ses côtés tout au long de l'anime. Bref, c'est une œuvre assez tragique, mais clairement magnifique, que je vous conseille fortement de voir si ce n'est toujours pas fait. Merci Shigeki pour l'invitation, on passe à la suite de la vidéo.
86 nous plongera dans un monde en guerre. L'Empire Glad a réussi à développer des machines de guerre complètement autonomes qu'on appellera ici la Légion. Du coup, c'est des sortes de tanks à 4 pattes qui se pilotent tout seuls, complètement autonomes, et c'est là que nous suivrons la République de Saint-Magnola. Ça fait maintenant plusieurs années qu'ils sont en guerre contre l'Empire, mais enfin la République dit avoir une technologie similaire pour repousser les assaillants, sans aucune perte avec les machines qu'on appelle les Jargonautes. Sauf que problème, et pas des moindres, c'est que les Jargonautes ne sont pas du tout autonomes et sont contrôlés par les 86, un peuple qui n'est pas de race pure, qui est considéré comme du bétail et habite donc le 86e district en dehors des murs. Vous commencez un petit peu à capter le nom de l'œuvre. Et c'est après tout ça qu'on va pouvoir enfin suivre Lena, une noble qui habite au sein des murs et qui vient tout juste d'être promue commandante. Sauf qu'elle fait un métier très dur qui est celui de handler, un métier qui consiste à commander stratégiquement les troupes de 86 en dehors des murs pour qu'ils repoussent correctement l'ennemi, mais change un jour d'affectation d'escouade et va être affectée à l'unité Spearhead. Sauf que cette unité est tristement connue pour avoir été abandonnée par tous les handlers qui ont été affectés. Il y en a même un qui se serait suicidé, donc c'est pour vous dire. Donc on voit la toute frêle Lena prendre le commandement d'un escadron de 86 qui est beaucoup plus exposé au danger que les autres et un peu plus spécial par leur chef qu'on appelle Undertaker. Et non, ce n'est pas le catcheur. Lena fait donc la connaissance de tout le monde, mais apprend également la situation difficile de ces personnes qui ne sont même pas traitées comme des humains et sont obligés d'aller défendre à mort un peuple qui les persécute contre leur gré, et ce depuis des années. Donc Lena va beaucoup se sentir concernée par la situation et va essayer de les aider au mieux dans leur bataille et dans leur quotidien, et au fur et à mesure le relationnel va devenir très intéressant avec plein de révélations sur ce qui se passe vraiment dans ce pays et qu'on ne pense même pas qui vont nous faire direct accrocher à l'œuvre. Je pense que c'est un des animés de saison à ne pas manquer, tellement son potentiel est énorme. Plein de trames différentes, on sait pas vraiment où on va, avec plusieurs caractéristiques qui nous sont proposées, et la suite de l'œuvre promet d'être magnifique et rempli de personnages auxquels on se sera déjà attaché de par leur histoire et le côté injuste de leur aventure qu'ils affrontent sans baisser la tête. Donc allez le regarder, c'est juste une dinguerie, et je remercie évidemment beaucoup Shigeki pour l'invitation. Eden Zero, un de mes mangas préférés, a enfin son adaptation en animé par un staff qui retranscrit parfaitement l'œuvre d'Hiro Mashima. Si vous voulez un animé qui a une histoire sérieuse, qui balance avec des moments très fun et un univers qui s'étend à l'infini, c'est que ce space opéra est fait pour vous. On suivra Rebecca, une bécubeuse, grossièrement c'est youtubeur dans Eden Zero, qui débarque sur la planète Grande Belle, peuplée uniquement de robots avec son chat Happy pour faire des vidéos. Elle rencontrera Shiki, le seul humain de la planète, et ils vont commencer à se lier d'amitié. Suite à un certain événement, les robots de la planète vont attaquer tous les humains, en l'occurrence ici Shiki et Rebecca, vu que sont les seuls, et ils seront obligés de quitter la planète, et Rebecca va inviter Shiki à le rejoindre dans son aventure, et ce dernier aura l'objectif de trouver Mother, la déesse de l'univers. Eden Zero, c'est une aventure fun, attrayante, qui arrive à balancer très rapidement entre humour et moments sérieux. Si vous avez déjà l'habitude des œuvres de Hiro Mashima, vous allez retrouver exactement la même notion d'amitié, mais qu'il essaye de communiquer avec une façon différente. L'espace, ce n'est pas un endroit où Shiki pourra devenir ami avec tout le monde comme il le souhaite de base, et c'est ça qui est cool. Voir comment il va évoluer au fur et à mesure en découvrant la réalité du monde. De base, c'est une personne naïve qui découvre tout, et voir un protagoniste qui découvre entièrement son univers, ça renforce notre envie d'en savoir plus car on est à sa place. L'autre côté qui m'a vraiment épaté sur Eden Zero, c'est qu'on n'a pas un aspect du Neketsu que je n'aimais pas auparavant. C'est quand les personnages rejoignent un groupe, ou en l'occurrence ici l'équipage, au fur et à mesure de l'aventure, car ils étaient ennemis avec Shiki ou autre. Mais ici, ce sera plutôt parce que les circonstances les obligent à rejoindre Shiki pour le moment. Vous allez notamment le voir au début avec Wise Steiner, mais je vais pas vous spoiler la surprise. Et le dernier côté que j'aime bien, sachant que ces récits dans les shonen sont très rares, c'est le côté space fantasy, la fusion entre le space opéra et la fantasy. Et c'est ça qui permet d'apporter une véritable tension dramatique qui est présente et qui va être accentuée au fur et à mesure que nos protagonistes vont avancer dans l'espace. Et en tant que lecteur du manga, je vous confirme que c'est bien le cas. Tout en gardant bien sûr l'esprit shonen. Ne vous fiez pas à la ressemblance des designs car elle est proche de Fairy Tail, c'est juste car c'est le même auteur. Et j'espère que vous allez adorer cette longue aventure qui est Eden Zero. Ohayo Mina, c'est Hiro et aujourd'hui je suis là pour vous présenter le manga Shigehiro, ou de son vrai nom, Shige wo Suru, Soshite Josukusen wo Shiru. Elle était dure à dire celle-là. Il s'agit d'un light novel qui fut écrit par Shime Saba et qui fut ensuite adapté en manga avant d'être adapté au printemps dernier, donc au printemps 2021, en un animé de 13 épisodes. Vous l'aurez donc deviné, il s'agit d'un animé de romance et pour ceux qui me connaissent, je suis vraiment friand de ce genre d'animé. On suivra donc les aventures de Sayu Ogiwara, qui est une jeune lycéenne ayant fugué pour des raisons qui nous sont bien évidemment
inconnu au début de l'œuvre et que je ne spoilerai bien évidemment pas ici, et qui pour survivre va donc se faire héberger par plusieurs hommes qui en échange de l'accueillir vont lui demander des faveurs sexuelles. Donc je préviens de suite, c'est absolument pas, mais absolument pas un animé joyeux. Ça va parler de sujets super sensibles comme la dépression, les abus sexuels sur mineurs, la prostitution et plein, même le suicide, ça y est abordé, donc c'est vraiment super touchy, mais c'est méga intéressant parce que c'est vraiment des sujets que je trouve qu'on n'aborde pas vraiment en société et qui sont très peu abordés dans les mangas et qui font pourtant partie de notre société et qui font aussi partie de la société japonaise. Mais bien sûr, si vous êtes sensible à ce genre de sujet, c'est bien évidemment pas un animé pour vous, mais c'est super intéressant et ça dit beaucoup de choses sur notre société. Mais encore une fois, c'est bien évidemment pour un public averti et je dirais même pour un public majeur. Mais bon, à partir de 16 ans, je pense que si t'es assez ouvert d'esprit, tu peux comprendre ces problématiques-là. Sayu-chan fera donc la rencontre de l'autre personnage principal, Yoshida. Yoshida, en fait, c'est un jeune cadre de 26 ans qui travaille dans une boîte et qui est donc amoureux de sa boss, à qui il ne sait pas trop comment se déclarer, etc. Sauf qu'un soir, il fera la rencontre de notre chère petite Sayu, qui je vous rappelle est lycéenne, qu'il décidera d'accueillir chez lui, mais contrairement à tous les autres connards contrairement à tous les autres hommes qui l'avaient accueilli en échange, comme j'ai dit, de faveurs sexuelles, Yoshida, lui, qui n'est pas un détraqué mental, acceptera de l'accueillir de façon bénévole et de juste recueillir cette jeune fille qui souffre dans la rue et qui n'a au final nulle part où aller parce qu'elle refuse catégoriquement de retourner chez elle. Ça, c'est un truc que j'avais oublié de dire aussi. Comme j'ai dit, c'est vraiment assez violent comme animé, mais pour moi, si vous avez la capacité mentale de le regarder, ce serait vraiment super intéressant parce que bon, il n'y a pas de scène ultra choquante dans cet animé quand même, il n'y a pas de gros voilà quoi, mais c'est super intéressant de regarder ça parce que ça permet d'avoir une certaine vision, surtout en fait de la souffrance que peut causer ce genre de comportement chez des jeunes filles et aussi chez des jeunes garçons et les conséquences de ce genre d'actes qui sont des actes extrêmement graves. Ça aussi, c'est un truc qu'il faut préciser, l'anime n'encourage pas ce genre de relation, bien évidemment, l'anime condamne ça, mais c'est des choses qui existent et c'est des choses dont, selon moi, il faut aussi parler. Bref, j'espère que je n'ai pas trop déprimé les gens dans cette vidéo. Merci beaucoup au poteau Shigeki de m'avoir invité et force à toi et force à tout le monde. Bonjour à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Merci à Shigeki de m'avoir invité pour cette vidéo Tact OP Destiny. Les gars, je peux vous le dire, ça va être une énorme dinguerie. Donc c'est un animé disponible sur Crunchyroll. Donc c'est un animé d'action qui va mélanger des combats, du mystère et de la musique. L'animation s'est faite par une collaboration de deux studios, Madhouse et Mappa, deux gros géants de l'animation qui ont vraiment carré l'adaptation. Pour l'histoire, au tout début du premier épisode, on nous introduit qu'une météorite noire s'est un jour écrasée sur Terre. Depuis ce jour-là, le monde a complètement changé. En effet, la météorite a donné naissance à des monstres nommés D2 qui se sont déchaînés. Les humains ont dû rapidement se débarrasser de la musique car il s'agit de la seule chose capable de les vaincre. Par la suite, des personnes ont décidé de faire face à ces monstres et ces personnes-là, on va les appeler les musicards et ils possèdent le pouvoir de la musique. En s'associant avec des personnes qu'on appellera conducteurs, ils vont être capables de vaincre ces monstres. L'histoire se déroule durant l'année 2047 dans une Amérique détruite par les D2. Nous suivons Tact, un chef d'orchestre qui est associé à une musicarte nommée Umei. Tact souhaite que la musique revienne dans le monde et Umei désire détruire ces monstres. Leur objectif est de se rendre à New York. Bon, je suis peut-être pas hyper objectif, mais dès qu'un animé se centre vers la musique, généralement, ça me plaît. Ici, première chose qui m'a choqué, c'est que dès les 2 premiers épisodes, on assiste à une animation tout simplement sublime. Que ce soit dans les combats, la chorégraphie des combats, mais aussi certaines scènes beaucoup plus chill où on va voir le personnage jouer de la musique et j'ai vraiment adoré. L'utilisation des OST est parfaitement gérée, on va avoir notre personnage qui va nous jouer des morceaux classiques qui m'ont rappelé de bons souvenirs et le mystère qui se cache derrière ces monstres m'a vraiment donné envie de continuer cet animé. J'aime beaucoup la relation qu'on nous a mis entre les personnages, très familiale, avec un protagoniste qui veut absolument remettre la musique dans la vie de tous les humains. En tout cas, j'ai hâte de connaître le mystère qui se cache derrière cette histoire et si vous ne connaissez pas cet animé, je vous prie d'aller le regarder.
C'est tout pour mon apparition dans cette vidéo. Je remercie encore Shigeki de m'avoir invité pour cette petite vidéo de fin d'année. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle apparition, une nouvelle vidéo. C'était Thibaut, ciao ciao. Voilà la famille, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Merci à tous les youtubeurs qui ont bien voulu participer. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao tout le monde, portez-vous bien, c'était Shigeki.